Quelle licence pour pouvoir faire ça? E1. Rien que ça. Ouais, je pensais que ça prenait une E1 plus une Teams, mais non. Rien qu'une E1. Qu'est-ce qu'il y a dans une E1? C'est une Business Essentials, mais pour business. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça qu'on parle de Cisco Meraki. Dans le fond, comment il y a plusieurs entreprises qui utilisent ça pour faire les fonctionnalités satisfaites VPN pour qui déploient chez des employés. Ah ouais? Ouais. Donc, ce que j'ai observé, c'est ça, c'est que plusieurs entreprises qui ont déjà une infrastructure Meraki, puis il y a certains employés qui ont qui ont un bureau à la maison. Fait que plutôt que de créer un tunnel VPN sur l'ordinateur, en fait, finalement, puis avoir un téléphone qui se connecte sur un site server qui est dans le cloud ou qui est exposé chez eux, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils installent un Meraki. Puis le Meraki, lui, ouvre un VPN entre entre ce qui est branché sur Meraki, puis l'entreprise. Fait que dans le fond, pour les employés, ce qui est bien, ou en tout cas le monde qui travaille à la maison, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils arrivent à la maison, ils branchent leur équipement dans le Meraki, puis c'est pareil comme s'ils travaillaient au bureau. Donc, ils peuvent amener même un téléphone du bureau, un téléphone VoIP, ils branchent là-dedans, puis ça fonctionne automatiquement. Fait que c'est vraiment bien pour ça. Puis ce qui est vraiment bien aussi avec les Meraki, c'est toutes les fonctions de sécurité avancées qui sont incluses dedans. Bien sûr, ça prend la licence, mais il y a toutes il y a une panoplie de produits de sécurité, qui soit du packet inspection, du IPS, donc c'est du intrusion prevention. Il y a l'antivirus, évidemment, l'anti-malware qui inspecte les paquets qui passent au travers du Meraki. Donc, c'est vraiment un bon produit du point de vue sécurité, puis du point de vue connectivité pour faciliter la connectivité des gens qui travaillent de l'extérieur. Puis pourquoi Meraki plus qu'un autre device de pare-feu? Puis je veux dire, comment ça marche? Est-ce que c'est l'employé qui paye le device full price? Est-ce que les entreprises s'adaptent à ça? C'est eux qui le commandent? Ouais, ben, évidemment qu'il faut que ce soit l'entreprise qui commande pour que l'appareil soit inscrit au compte de l'employé, c'est-à-dire au compte de l'entreprise. Meraki, ce qui est bien, c'est que ses fonctions de gestion sont toutes dans le cloud, donc ça se fait sur une page web, puis les configurations sont poussées automatiquement aux appareils depuis le cloud. La raison pour laquelle je parle de Meraki, c'est qu'il y a une fonction AutoVPN qui est vraiment facile à utiliser. C'est 3 clics littéralement, puis le tunnel s'établit. Mais évidemment, les autres compagnies, que ce soit FortiGate, que ce soit SonicWall, offrent tous des produits qui sont similaires ou en fait qui font des fonctions similaires. C'est très facile à gérer également. Quoique ça peut être un peu moins cher, peut-être un peu moins facile d'utilisation, mais tout aussi performant. Puis c'est ça, parce que c'est quoi, mettons, j'ai 150 employés, les compagnies achètent 150 Meraki, puis ils shippent ça chez les employés. Ça demande quand même un capital important. Oui, ça demande un capital important. En même temps, il y a les services de financement de Cisco, de différentes compagnies qui peuvent vous aider pour ça. C'est nécessaire. Puis qu'est-ce qui fait la différence avec, c'est ça, je me suis fait demander récemment, qu'est-ce qui fait la différence avec du FortiGate ou du WatchGuard avec lequel on est peut-être déjà plus habitué. C'est Meraki, bon, c'est un produit de Cisco, mais au-delà de ça, pourquoi c'est la norme aujourd'hui pour les mesures de sécurité? Ce qui est bien avec, encore une fois, je reviens avec leur contrôle, le point positif pour Meraki, en fait, son point de vente que les autres ne peuvent pas compétitionner avec, c'est la plateforme de gestion qui est dans le cloud.
c'est vraiment le point différenciateur des produits Meraki. Donc, les mises à jour se font automatiquement sur les appareils. Tout est centralisé à un même point. C'est vraiment très facile d'utiliser ce produit-là. C'est vraiment plug and play. Et puis, c'est ce qui fait la différence avec les autres produits. Pas que les autres produits sont moins bons, pas que Meraki est meilleur. C'est juste plus facile d'utilisation. Puis, les autres compagnies offrent des produits similaires, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, juste un peu moins facile d'utilisation pour l'entrepreneur qui est tech-savvy un peu, mais qui ne l'est pas nécessairement tant que ça. Là. Ce qui est bien aussi avec Meraki, j'en profite parce que tu me parlais de plusieurs employés, il y a moyen d'automatiser. Ils ont des API disponibles sur leur portail. Donc, si vous avez des compétences de scripting, vous pouvez automatiser avec un simple script qui appelle les API de Meraki pour automatiser le provisionnement des différents réseaux, des différents VPN que vous aurez créés. Okay. Puis si on compare ça à du Ubiquiti qui est très populaire, là, je veux dire, c'est un produit qui est drastiquement moins cher. Est-ce qu'on retrouve des fonctionnalités semblables? Est-ce qu'on pourrait faire la même chose? Si on parle vraiment, mettons, d'une PME qui a un budget limité là, en technologie. Oui. Avec Ubiquiti, il y a aussi moyen de le faire. C'est un peu moins facile d'utilisation, donc il va y avoir de la configuration à faire avant d'envoyer les équipements chez vos employés ou à vos bureaux distants. Donc, il va falloir configurer les équipements avant de les envoyer. Mais oui, c'est possible de le faire tout à fait. Donc, la simplicité vient avec un coût, tout simplement. OK, fait que autrement, c'est vraiment l'interface, la gestion de tout ça. Qui fait que Meraki sort en premier. On a Molly qui m'a approché. Elle me demande, écoute, elle a un VPN pour se connecter au bureau. Puis, elle ouvre une session terminale une fois qu'elle est connectée au VPN. Donc, première étape, ouvre le VPN vers le bureau. Deuxième étape, elle ouvre le terminal. Puis, bon, là, après ça, elle peut faire ses opérations plus normales. Écoute, elle m'a approché parce qu'elle dit que ça plante 10 fois par jour. Qu'est-ce qui fait que ça plante 10 fois par jour? Est-ce que c'est sa connexion Internet? Est-ce que c'est les équipements du bureau? C'est quoi les différents facteurs? On en a parlé un peu mardi, je crois, mais revenons sur le sujet plus en profondeur. Bon, alors, comme dans n'importe quel problème, il y a plusieurs causes qui peuvent être la source du problème. C'est important d'y aller de façon méthodique puis d'éliminer. Donc, moi, ma technique, c'est de divide and conquer. Donc, je vais prendre chaque élément individuellement et je vais l'inspecter. Donc, première étape, on a une connexion Internet chez Molly. Est-ce que cette connexion-là Internet est suffisante? Donc, un speed test pourrait être un bon point de départ. Après ça, on va valider la connectivité vers le bureau. Est-ce que une latence est élevée? Est-ce qu'il y a des pertes de paquets dans le VPN? Donc ça peut être des indicateurs aussi de performance. Vous allez retrouver ces indicateurs-là généralement dans le tableau de bord de votre VPN, de votre firewall, qui gère le VPN. Donc la latence, la perte de paquets. Maintenant, après ça, on a le terminal server. Donc, entre le firewall et le terminal server, est-ce que la connexion est bonne? Est-ce qu'on a de la perte de paquets? Une fois qu'on va avoir établi ça, on va regarder au niveau du terminal server la capacité de la performance. Donc, est-ce que le terminal server répond aux besoins? Est-ce que le CPU est engorgé? Est-ce que la mémoire est disponible? Est-ce que le disque est engorgé? Donc, ça, ce sont tous des facteurs qu'il faut regarder. Une fois qu'on a regardé tout ça, 95% du temps ou même 90% du temps, on va avoir trouvé la source du problème. Ça peut être en fait, il peut y avoir la congélation à un endroit, il peut y en avoir à plusieurs endroits. Donc, essayez d'en régler un à la fois, puis après ça, vous allez voir comment ça se comporte, puis rajouter votre correctif par la suite. OK, puis si je prends, on a parlé de connexion Internet aussi dans les derniers lives, là, mais est-ce que je suis supposé avoir une connexion Internet spéciale pour avoir un VPN? Je veux dire, ça devrait prendre quoi comme bande passante? Est-ce que si je suis capable d'aller sur Netflix, est-ce que je vais être capable de me connecter au VPN aussi ou c'est différent à ce niveau-là? Généralement 6 mégabits en montant, c'est le minimum requis pour pouvoir travailler de façon efficace à distance. Pensez également à
concurrence. Donc, si vous êtes plusieurs utilisateurs sur votre réseau, c'est important aussi de s'assurer que vous avez la bande passante. Donc, si vous avez 6 mégabits, mais qu'en même temps, vous avez quelqu'un qui regarde Netflix et en même temps que vous voulez travailler, vous allez avoir des ralentissements. Ça, c'est certain. Donc, assurez-vous que vous avez la bonne quantité de bande passante. Encore une fois, vous allez voir ça sur votre routeur. Généralement, vous allez avoir un meter qui indique combien de bande passante vous utilisez puis quelle est la latence. Donc, assurez-vous que vous n'êtes pas à capacité avant de crier au loup. Mais ça peut être ça peut être la bande passante aussi du côté de l'entreprise. Employeur, l'entreprise, exact. Tout à fait, tout à fait. Fait que là, c'est 5-6 mégabits seconde par chaque personne qui se connecte, à peu près, là, environ. À peu près. OK. All right. C'est la seule question que j'avais. Good. Avais-tu d'autres? C'est pas obligé de durer 30 minutes non plus. Si vous avez pas d'autres questions aujourd'hui, on ne fera pas nécessairement un épisode au complet, mais c'est une... C'est une romance.